Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour. Récemment, Haïti a signé avec le Fonds monétaire international le programme de suivi qui est un engagement des deux parties, du gouvernement haïtien et du FMI, à contrôler les dépenses du gouvernement haïtien. Et c'est dans ce contexte que Haïti va recevoir son premier et le seul appui budgétaire de la part de l'Union européenne. Pour en parler ce matin, l'ambassadeur Vincent Degère est avec nous, représentant de l'Union européenne en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, bienvenue. Bonjour Lunaire et bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs également. Un plaisir de vous avoir ce matin. C'est un plaisir partagé. On est jeudi et cet après-midi, l'Union européenne s'apprête à signer avec le gouvernement haïtien, notamment le Premier ministre Jacques Lafontaine, le premier décaissement pour son appui budgétaire. Et c'est la deuxième fois que l'Union européenne fait l'expérience avec Haïti. On parle d'un montant de 120 millions d'euros, parti déjà pour 35 millions. Tout à fait. Alors, ce qu'on va signer, c'est la convention de financement. Donc, c'est le cadre légal qui unit l'Union européenne et l'État haïtien. Et ensuite, effectivement, suivront les demandes de décaissement de la part des autorités. Donc, ça va nous amener un petit peu à discuter un peu du mécanisme global, comment cela fonctionne. Pour nous, c'est clair que l'appui budgétaire, c'est un élément important d'intervention parce qu'on transfère de l'argent directement dans le budget de l'État haïtien et on souhaite bien sûr s'assurer que l'État haïtien va gérer ce montant en bon père de famille tout d'abord, je dirais, en bonne stabilité macro-financière, on va dire, globale, mais aussi dans l'intérêt évidemment des réformes que le gouvernement souhaite engager pour le pays. Avant de parler ces réformes. Tout à fait. Avant de parler mécanisme, allons voir. L'Union européenne, je l'avais dit, est jusqu'à présent le seul bailleur à financer directement le budget de l'État haïtien. Pourquoi ce choix? Écoutez, c'est un choix qu'on fait au niveau mondial. Ce n'est pas seulement Haïti, c'est une méthode d'intervention que l'on a dans l'ensemble des pays de hors développement que l'on soutient. Parce que nous souhaitons mettre en capacité, mais aussi en responsabilité, je dirais, l'État concerné par la gestion des réformes indispensables pour le pays. Les réformes, on ne peut pas les imposer de l'extérieur, elles doivent venir, si je puis dire, de l'intérieur. Donc je crois que la méthode veut effectivement pousser les autorités à mettre en place ces réformes. Dans le cas qui nous concerne, il y a 3 domaines qui vont être touchés prioritairement. La réforme, on va dire, de l'administration publique et de la gouvernance publique en général, la réforme des finances publiques, qui est un autre domaine important, à la fois au niveau recettes, perception, si vous voulez, de l'impôt, mais aussi dépenses publiques. Et le troisième domaine sur lequel on souhaite intervenir également dans la réforme, c'est la réforme de l'éducation. C'est, je crois, ce qui intéresse toutes les familles haïtiennes en grande priorité ici. C'est donc essayer de rendre le système avec un souci qualitatif amélioré, on va dire. Tout à fait. Maintenant, en quoi est-ce que cet accord avec le FMI, le Fonds monétaire international, était important pour l'Union européenne avant de franchir le pas et signer cette convention de financement avec Haïti? Si vous voulez, quand vous mettez de l'argent dans le budget d'un État, vous voulez assurer que ce n'est pas un trou perdu. Donc effectivement, qu'il y ait là une bonne politique et saine politique macro-financière qui est menée. Et le fait qu'il y ait un accord effectivement entre l'État et le FMI nous apporte en quelque sorte cette garantie effectivement qu'il y aura un suivi au pas à pas qui va être fait du déficit public pour être sûr qu'on ne va pas déraper, qu'on ne va pas dépenser plus d'argent que ce que l'on a en caisse ou ce qu'on est capable de percevoir. Donc ça, je crois que c'est un point qui pour nous était important et qu'il y ait une supervision qui se fasse et qu'il y ait un certain nombre de réformes liées à cette bonne et saine gestion financière qui soient mises en œuvre. Donc on a aussi une collaboration avec le FMI, non seulement sur le programme en général, mais sur les réformes qui sont soutenues dans le cadre de ce programme. Un exemple, c'est fusion des bases de données de la DGI avec les douanes, voilà, ce genre d'outils techniques, on va dire, qui sont suscités par le FMI. Aussi le compte unique du Trésor, par exemple, c'est un autre domaine sur lequel on collabore étroitement également dans la mise en œuvre des réformes avec, par exemple, le FMI, comme on le fait avec d'autres partenaires. Le FMI fait le diagnostic, c'est son rôle. Il dit, voilà comment est-ce que se porte
la situation macroéconomique de ce pays. Donc, vous avez besoin de cette garantie pour vous lancer dans cet appui budgétaire. Par contre, ce n'est pas votre première expérience. Vous l'avez fait déjà et avec le gouvernement haïtien. Est-ce qu'on doit savoir qu'il y avait des manquements, des faiblesses que vous avez constatées et que vous voudriez quand même voir être corrigées cette fois? Je dirais qu'il y a toujours dans notre appui budgétaire une partie de déboursement fixe et une partie de déboursement variable. Ça a été le cas dans le passé, ça sera le cas pour l'actuel processus qu'on remet en place. Donc il y a une incitation à la performance, si vous voulez, de ce point de vue-là. Alors si je regarde le passé, effectivement, c'était un appui budgétaire qui faisait 100 millions d'euros de déboursement, plus 12 millions d'assistance technique. Sur les 100 millions de décaissement, on a décaissé, pour être précis, 88 millions. Donc je dirais que la performance était correcte, on va dire, de ce point de vue-là. Elle était assez bonne, je dirais, en termes d'amélioration dans le domaine des réformes des finances publiques. Donc là, la meilleure perception de l'impôt, la meilleure organisation de la dépense publique, même si tout est toujours perfectible dans ce domaine, c'est clair. C'est pour ça qu'on poursuit l'effort dans ce contexte. Une autre réforme portée sur l'administration publique, là aussi, des progrès ont été faits. Je dirais que les progrès ont été plus faits au niveau conceptuel qu'au niveau de l'application effective. Ils sont venus peut-être un petit peu plus tard. Le recrutement, par exemple, des fonctionnaires, la grille salariale qui malheureusement existe sur papier mais qui n'est pas vraiment appliquée encore aujourd'hui. Donc je dirais, ça existe au niveau conceptuel, mais l'application fait un petit peu défaut. La même chose pour l'évaluation des fonctionnaires. Donc là, il y a eu un cadre qui a été défini, il a été appliqué dans un ou deux ministères, mais pas encore généralisé à l'ensemble des ministères dans ce contexte-là. Donc je dirais oui, un bon résultat, mais peut-être, si on devait noter comme professeur, je dirais peut mieux faire encore à l'avenir. Avec 88 millions, donc on n'est pas arrivé aux 100 millions, donc il y a quand même des choses à faire. Maintenant, vous n'êtes pas là pour représenter le FMI, le Fonds monétaire international, c'est vrai. Par contre, quand on parle de FMI en Haïti, de Banque mondiale et tout, la société haïtienne a une façon de voir ces institutions qui sont quand même des partenaires d'Haïti. Là, le FMI a signé avec Haïti et vite, dans la tête d'un Haïtien, c'est comme si le FMI devient carrément un gendarme derrière les autorités haïtiennes pour contrôler les dépenses et tout. Est-ce qu'on peut attribuer ça à un manque de confiance dans ce que font les autorités haïtiennes, de l'argent que vous leur donnez? Je ne pense pas que c'est un manque de confiance. Simplement, c'est qu'il y ait un dialogue et une concertation qui se mettent en place. Lorsque vous définissez le budget l'année avant son application, si vous voulez, c'est bon de se mettre d'accord sur les paramètres macroéconomiques de ce budget. Et ça, c'est un élément important. Quelle est la trajectoire budgétaire que l'on va estimer pour ce budget? Quel est le taux de croissance qu'on estime pour le pays qui va permettre effectivement de réaliser ce budget selon les conditions prévues? Donc tout ça, ça a des paramètres et je crois que c'est utile qu'il y ait effectivement une concertation entre le Fonds monétaire et ses experts et les experts du ministère des Finances sur ces différents éléments. Donc je ne dirais pas que c'est une imposition, c'est plus un dialogue, une concertation qui permet effectivement, ensuite chacun doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Donc l'exécutif va au Parlement, présente son budget et ensuite il doit le mettre en œuvre et être contrôlé dans la bonne gestion et la bonne mise en œuvre de ce budget. Et bien sûr, il y a un suivi qui sera fait de voir si les objectifs qui étaient fixés initialement vont être bien suivis. Donc c'est ça, je crois que c'est simplement... Donc c'est plus un accompagnement? Moi, je vois ça plus comme un accompagnement que comme une contrainte. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est qu'il y a des réformes de structure qui vont accompagner le processus. Tout à fait. On parle par exemple de l'EDH qui prend beaucoup. Effectivement, l'EDH fait partie. L'EDH coûte à peu près en moyenne, on va dire, 200 millions de dollars par an à chaque citoyen haïtien, parce que finalement, c'est les impôts qui payent. Donc c'est bien ça. Donc l'idée, c'est effectivement, est-ce qu'on ne peut pas réduire effectivement cette subvention qui est donnée chaque année et utiliser ces fonds à d'autres fins, peut-être les investir sur l'éducation, sur la santé, sur d'autres domaines peut-être plus prioritaires que le financement d'un déficit de l'EDH. Donc ce sont là ces genres de restrictions ou encore de réflexions que propose le FMI pour essayer de contrôler les dépenses de l'État. Tout à fait. Très bien. Maintenant, l'appui budgétaire, ça va arriver, 120 millions. D'accord. Quoi? Donc
donc sur sur 3 3 ans. ans, oui, il faut le préciser. Tout à fait. Comment est-ce que l'Union européenne, vous avez parlé d'un montant fixe et un montant variable. Quel est le mécanisme de décaissement de ce fonds, monsieur l'ambassadeur? Il y a trois temps, si vous voulez, qui vont se présenter. Donc, ce qu'on va débourser, c'est les 100 millions d'appui plus les 20 millions d'assistance technique. Donc, l'assistance technique, ça fera l'objet d'un contrat à part et on fera ensuite avec les ministères les choix sur les assistances techniques qui seront nécessaires dans ce contexte-là. Pour parler concrètement, on en parlera peut-être tout à l'heure, on travaille par exemple avec l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, qui a dans notre appui budgétaire un aspect de déclaration de patrimoine qui doit être fait par les élus et les responsables politiques dans ce contexte. L'appui technique, ça va les aider à mettre en place une base de données pour leur permettre de bien gérer, je dirais, ces déclarations en ligne, etc. Donc faciliter effectivement le fonctionnement. 100 millions vont passer directement par le gouvernement. Au budget, et il y aura 20 millions que vous allez gérer pour les appuis techniques. Que l'État va gérer pour les appuis techniques. On va gérer ensemble, parce que c'est une décision qui sont prises conjointement avec... c'est toujours fait, notre action est toujours partenariale, c'est toujours fait conjointement entre l'État haïtien et l'Union européenne en ce qui nous concerne. Alors sur le décaissement proprement dit des 100 millions, je disais tout à l'heure, il y a 3 temps, à la signature, si on veut, aujourd'hui, effectivement, de l'accord, l'État va pouvoir faire une demande de décaissement, d'une première avance, si vous voulez, sur les 100 millions, qui va concerner 30 millions. 30 millions donc, qui vont être payés cette année. On va essayer de le faire dans le cadre de l'année fiscale. Donc ça, c'est un premier point. Les 2 autres paiements seront faits dans 1 an, donc, et l'autre dans 2 ans. Voilà, donc on va sur l'année fiscale future et l'année d'après. Et là, ce sera donc des décaissements de 35 et 35 millions chacun, ce qui nous fait le total de 100 millions potentiels. Alors, le premier décaissement, lui, n'est pas lié à de la performance, puisqu'on le fait tout de suite maintenant. Il y a quand même des critères qu'on appelle des critères d'éligibilité qui doivent être appliqués dans ce contexte-là. Simplement, on vérifie que 4 critères sont remplis. Le premier, sur la trajectoire macro-financière du pays, pour être sûr, effectivement, que l'orientation budgétaire, comme je disais tout à l'heure, est saine et va dans la bonne direction. La deuxième, c'est de s'assurer qu'il y a bien une politique de développement du pays qui sous-tend ce budget, cet effort. Alors là, traditionnellement, on s'appuie essentiellement sur le PSDH comme étant le cadre de référence pour ça. Maintenant, je dirais qu'on doit, aujourd'hui, le PSDH est un peu ancien, donc il faut aller un petit peu plus loin. C'est comment ce PSDH se décline dans des politiques publiques, que ce soit sur la santé, l'éducation, etc. Quelles sont les traductions opérationnelles, on va dire, de ce PSDH dans les politiques publiques. Donc là, on a aussi travaillé avec le Premier ministre sur ce qu'on appelle le comité d'efficacité de l'aide, ce genre de choses, pour voir effectivement que le gouvernement met en place, si vous voulez, les outils, les politiques publiques. Il y aura, par exemple, dans le cas qui nous préoccupe sur l'éducation, il y a le plan décennal d'éducation 2017-2027 qui devrait être le cadre. Si je prends la réforme de l'administration publique, il y a ce qu'on appelle le PCRE, le programme cadre de réforme de l'État, la 3e version qui est préparée maintenant, qui servira de cadre. Donc on veut... donc là, ce critère d'éligibilité, c'est la politique de développement. Le 3e, c'est la réforme des finances publiques. Donc vérifier que les axes de la réforme des finances publiques sont bien mis en œuvre, ce qui avait été convenu, comme j'ai dit tout à l'heure, le compte unique du Trésor, les recettes fiscales, etc. Tout ceci fonctionne. Le dernier point, qui est un point important aussi, le 4e critère, c'est la transparence dans la gestion du budget. Donc on souhaite effectivement que l'État haïtien, ça veut dire l'exécutif et le Parlement, mais aussi la société civile. D'ailleurs, il y a un accord qui a été signé dans le cadre du premier appui budgétaire qu'on avait entre les 3 partenaires pour assurer une transparence budgétaire. Donc ça veut dire publication du budget, explication éventuellement sur le budget et dialogue sur l'établissement du futur budget. Donc si vous arrivez aujourd'hui à paraffer cette convention de financement, c'est que ces 4 critères d'éligibilité sont réunis. Ils le sont aujourd'hui, ils l'ont été, si vous voulez, au moment où on a négocié l'accord. Maintenant, lorsque le gouvernement fera sa demande de décaissement des 30 millions d'euros, on va vérifier que ces critères sont toujours d'application et qu'il y a eu des progrès qui ont été faits dans chacun de ces domaines, de manière à ce qu'on puisse faire ce décaissement dans le cadre de l'année fiscale actuelle. Tout à fait. Maintenant, on y va pour les 2 autres décaissements, par exemple. Là, comme vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment question de parler de performance puisque vous allez décaisser ces 30 millions très vite. Tout à fait. Maintenant, 35 millions à venir, quels sont les critères, quelles sont les exigences que vous faites au gouvernement haïtien pour décaisser les montants variables, plus ou moins?
Alors là, on a défini conjointement encore avec l'État haïtien une série d'indicateurs, si vous voulez, qui sont dans 6 domaines qui ont été évalués dans ce contexte-là. On ne va pas rentrer peut-être dans le détail de tous les indicateurs, mais juste pour illustrer peut-être un petit peu de quoi il s'agit. Sur la réforme de la fonction publique, il y a l'adoption du programme cadre, évidemment, de réforme de l'État, c'est un premier domaine. Deuxième chose, il y a la question des recrutements sur concours exclusivement, donc d'aller effectivement vers des recrutements exclusivement sur concours. Alors je crois que la première année, c'est 75% des recrutements qui doivent être faits sur concours. La deuxième année, ça sera 90%. Donc il y a une progression dans le temps aussi qu'on essaye d'avoir par rapport à ces critères sur nos différents décaissements. Un autre critère, c'est l'amélioration toujours de la fiscalité haïtienne. Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, par exemple des bases de données qu'on a entre la DGI et les douanes pour assurer une meilleure une comparabilité en termes de contributeurs aux exigences fiscales. Il y aura aussi la mise en place d'agences locales d'imposition, donc 25 la première année, 25 autres la deuxième année, donc 50 au total sur la période, pour justement améliorer la fiscalité locale et permettre une meilleure rentrée des recettes fiscales pour l'État. Donc ça, c'est par exemple sur les finances publiques. Un autre élément, j'ai parlé de la corruption tout à l'heure, donc c'est effectivement favoriser les déclarations comme le prévoit la loi haïtienne. Hein. C'est une loi de 2014 qui prévoit. Donc ce que l'on vise avec notre appui budgétaire, c'est la bonne application des lois adoptées par le Parlement. Donc là, on va plaider en faveur effectivement d'une meilleure déclaration de patrimoine par les élus qui sont astreints à cette obligation de transparence et de déclaration. Donc donner à l'ULCC les moyens finalement d'appliquer cette loi et cette politique. Avec l'ULCC, il y a d'autres critères qui ont aussi été définis. C'est que l'ULCC fasse un certain nombre d'enquêtes minimum par an, on va dire, et que ces enquêtes soient, judiciarisées. Donc l'idée, c'est que ces enquêtes soient transmises au commissaire du gouvernement et que, au moins sur la totalité des enquêtes transmises, au moins la moitié d'entre elles soient ensuite sujets à instruction auprès des tribunaux haïtiens. Donc pour que justement le principe dans ce cadre-là, c'est un peu la lutte contre l'impunité en matière de corruption, c'est justement faire en sorte que les cas aillent bien. Donc vous voulez du concret, mis à part les dénonciations, les enquêtes, mais il faut que la justice puisse être saisie et montre sa capacité effectivement à intervenir dans ce domaine. Évidemment, c'est à l'ULCC de faire son travail en toute indépendance et selon ses règles de fonctionnement. Et nous, ce qu'on veut, c'est simplement l'appuyer dans ses efforts, lui donner les moyens pour lui permettre d'être plus efficace dans son mandat qui lui a été confié par la loi organique sur le LCC. Donc ça, c'est un autre domaine sur lequel on souhaite travailler. L'éducation, outre le plan décennal, évidemment, qui doit être adopté en concertation assez large, j'espère, avec l'ensemble des partenaires concernés. On va viser la qualité de l'enseignement, l'amélioration de la qualité. Le premier appui budgétaire, on a fait un recensement des professeurs. L'idée, c'est de passer à un stade qualitatif, donc voir est-ce qu'à partir de leurs connaissances, formation, est-ce qu'ils sont qualifiés, oui ou pas, pour leur fonction. S'ils ne le sont pas, quelles sont les formations additionnelles qui peuvent bénéficier pour mieux fonctionner. On va aussi favoriser les inspections des écoles, donc faire en sorte de vérifier que non seulement les professeurs soient de bonne qualité, mais aussi que les infrastructures des écoles soient conformes aux normes qui sont celles imposées par l'État dans ce contexte-là. Donc ça, c'est un autre axe de travail sur lequel on va fonctionner. Et notre décaissement, on a toujours soit l'indicateur est rempli à 100%, on déclasse 100% de la somme affectée à chacun des indicateurs, soit c'est à 50%, on dépensera la moitié de la somme, soit c'est pas exécuté du tout. Dans ce cas-là, on va pas décaisser. Voilà, donc ça, donc les indicateurs sont bien définis et on parle de 4 domaines réforme de l'administration publique, réforme des finances publiques. Et corruption et éducation. Éducation, tout à fait. Bon, j'ajoute deux ou trois choses un petit peu additionnelles. Il y a l'aspect statistique, parce qu'on veut renforcer l'Institut la statistique haïtien. Parce que si on veut bien suivre les politiques publiques, mesurer l'impact
de l'efficacité de l'aide, l'impact des politiques publiques, il faut avoir des indicateurs. Donc on a besoin d'un outil qui soit performant pour vérifier effectivement que ces politiques aboutissent aux résultats qui ont été prévus lorsqu'elles ont été rédigées. Donc on veut renforcer effectivement cette capacité aussi parce que, comme vous le savez, il y a un effort mondial au titre des objectifs de développement soutenable, et donc il y a ces 17 indicateurs définis au niveau mondial par les Nations Unies. On veut aussi qu'on ait une mesure de la progression de chacun de ces indicateurs, que ce soit sur la pauvreté, l'accès à l'eau, l'urbanisation, etc. Donc là, voilà, on veut aussi renforcer la capacité justement de l'Institut dans ce cadre. Donc c'est comme encourager l'État haïtien à faire certaines choses que normalement il devrait faire, mais vous mettez ça comme des conditions pour décaisser la totalité des sommes prévues, soit les 35 millions d'euros pour l'année fiscale, pour le prochain exercice fiscal. Je n'appellerais pas ça des conditions en proprement dit. Ce sont des indicateurs, encore une fois, qui ont été définis en partenariat. C'est l'objectif. Donc ils savent qu'ils c'est le gouvernement lui-même, si vous voulez, qui se fixe des objectifs. Voilà, je veux faire ça d'ici 1 an, d'ici 2 ans. On dit, OK, très bien. Si vous faites ça, vous aurez 35 millions. On fixe et si vous y atteignez, ben voilà. Si vous n'y atteignez pas, ben vous perdez un petit peu. Donc il y a une incitation, effectivement, à la bonne performance, on va dire, des autorités et de l'administration publique. Très bien. Là, on a compris plus ou moins et le mécanisme. Donc, l'Union européenne, à la fin de l'exercice, arrive et ensemble, vous checkez ce qui a été accompli, ce qui a été fait, et est-ce que le gouvernement est prêt à recevoir la totalité de la... Alors, je dirais qu'on n'attend pas la fin de la période. Je veux dire, c'est un exercice qui suppose... Parce que parfois, j'entends des critiques qui disent « Ah, mais c'est une atteinte à la souveraineté du pays, etc. » Moi, je ne vois pas comme ça. Au contraire, on donne des moyens financiers à l'État pour qu'il puisse mieux réaliser ses propres objectifs qui ont été explicités. Donc vous ne venez pas avec vos objectifs? Non, encore une fois, c'est un dialogue, c'est des critères qu'on fixe ensemble. Donc, je dirais, outre l'accord avec le FMI qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on attendait effectivement pour aller de l'avant, il y avait un autre élément qui était la confirmation par le Premier ministre de l'ensemble des indicateurs qui avaient été discutés en partenariat avec ces différents ministères et services. Donc voilà, donc ça a été fait. Il a approuvé ces indicateurs, bien sûr. Donc je veux dire, pour bien illustrer, ce n'est pas une imposition, c'est vraiment un dialogue, un partenariat. On se met d'accord sur des objectifs et après, on va même accompagner le processus. C'est-à-dire qu'on a des réunions régulières au niveau technique. J'arrive pratiquement entre mes collègues et les différents services des ministères concernés pour voir comment les choses se mettent en place, qu'est-ce qu'il y a besoin comme assistance technique dans tel et tel domaine, est-ce qu'il y a une faiblesse identifiée ici ou là, et comment remédier à cette faiblesse pour essayer justement ensemble d'aboutir à la meilleure performance possible au niveau après du décaissement qui sera la traduction opérationnelle enfin, des résultats atteints. On va observer la pause dans quelques instants, mais là j'ai envie de vous demander par rapport, en fait, parce que vous avez déjà fait l'expérience avec Haïti et que vous remettez le paquet à la... Est-ce que c'est facile pour vous d'aller convaincre les parlementaires européens de faire cet appui budgétaire à Haïti? Non, je dirais que ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de questionnements parce que nous sommes gestionnaires de ces fonds publics et on a prévu effectivement 120 millions sur cet appui budgétaire qui met l'État en capacité et en responsabilité. Les parlementaires viennent me voir, ils étaient là au mois de décembre quand il y avait la réunion des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique et de l'Union européenne, et ils m'ont interrogé effectivement pourquoi est-ce que vous faites de l'appui budgétaire, est-ce que vous avez des garanties de sécurité, de bonne utilisation des fonds, parce qu'en comparaison à ça, on parlait tout à l'heure de l'action de l'ULCC en matière de lutte contre la corruption, ils me disent, oui, regardez l'indicatif de Transparency International au niveau mondial, Haïti est très mal classé, effectivement, c'est le cas. Alors comment est-ce que vous pouvez donner de l'argent à l'État qui est perçu comme un État avec des problèmes de corruption et dans le même temps assurer qu'il y ait une bonne et saine gestion financière de ces moyens du contribuable européen finalement dans ce contexte. Alors je dirais, là il y a deux types de réponses. La première, je dirais, c'est que toute notre action de développement au niveau mondial, en Haïti comme ailleurs d'ailleurs, c'est de miser sur la mise en responsabilité et la mise en capacité des autorités. Moi, je ne connais pas de pays qui fonctionne sans administration et sans gouvernement. Donc, si on veut, si on veut résoudre ces problèmes, il faut renforcer... si on veut que le développement se passe, si on veut que l'éducation s'améliore, si on veut que les finances publiques s'améliorent, etc., on doit le faire avec ceux qui ont la responsabilité dans l'État de le faire. Donc, moi, je ne vois pas quel autre moyen on aurait de le faire. Donc, l'appui budgétaire est un outil qui nous permet effectivement d'intervenir auprès des autorités avec des incitants, des incitatifs pour leur permettre effectivement de
assumer ses responsabilités et en leur donnant en plus un appui technique pour leur permettre de mieux le faire, de mieux le réaliser dans le temps. Donc ça, c'était la première réponse. Maintenant, je dirais, l'appui budgétaire, ce n'est pas la seule méthode d'intervention que l'on a. On fait à peu près, si je prends notre enveloppe budgétaire sur 7 ans, à peu près 450 millions, on a 25% globalement qui va sur l'appui budgétaire. On a à peu près 70 autres % qui vont être déboursés de manière plus classique, avec, encore une fois, en partenariat avec l'État haïtien. Donc là, les fonds, finalement, sont contractés par l'ordonnateur national, avec les ministères compétents. Donc ce n'est pas la délégation qui gère les projets, c'est finalement, ou les programmes, c'est l'ordonnateur national. Donc c'est une autorité haïtienne qui a la compétence pour signer les contrats, faire les appels d'offres, etc., etc. Donc c'est là. Bien sûr, il y a un suivi, un contrôle qui est fait de notre part, mais c'est eux qui sont en responsabilité et en capacité. Et puis bon, il y a une marge, peut-être de à peu près 5% des financements qui vont pour des programmes avec soit des organisations de la société civile, soit des organisations des droits humains que l'on soutient en direct à ce moment-là entre la délégation et ses partenaires. Ça se passe entre vous. Voilà. Mais entre partenaires d'Haïti, vous parlez, et ça vous fait quoi d'être le seul partenaire qui finance directement le budget d'Haïti? Dans vos échanges, qu'est-ce qui retiendrait les autres partenaires à emboîter le pas et à vous rejoindre dans cette démarche? Je pense qu'on a une concertation extrêmement active, extrêmement riche avec nos autres partenaires. Eux souhaitent, je pense aussi, s'engager dans cette méthode d'appui budgétaire. Ce qu'ils souhaitaient, outre effectivement la trajectoire macroéconomique que tout le monde regarde évidemment, il y a eu une réunion d'ailleurs sur ce point en octobre dernier à Washington, à la demande des autorités haïtiennes, effectivement, c'était au FMI, pour effectivement voir, outre l'Union européenne, est-ce qu'il y aurait d'autres partenaires qui seraient prêts à s'engager. Si l'État haïtien conclut cet accord avec le FMI, est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui seraient prêts à s'engager? Je pense que la Banque mondiale ou la Banque interaméricaine de développement sont en train d'étudier effectivement la possibilité pour eux aussi éventuellement de s'engager sur la formule de l'appui budgétaire. Alors, ils nous regardent un petit peu en disant bon, est-ce que ça va marcher avec l'Union européenne? Et si c'est le cas, ils vont s'engager. Mais je pense que le fait que justement il y a eu cet accord à Washington, le fait qu'il y ait eu l'accord ensuite signé avec le FMI, je pense que ça va inciter mes collègues de la BID ou de la Banque mondiale effectivement à suivre la même démarche. Ce qu'ils veulent, c'est s'assurer quand même qu'on aboutisse à des résultats. Vous parliez d'EDH tout à l'heure, je crois que la Banque mondiale avait des intentions pendant longtemps, mais ne l'ont jamais concrétisé parce que au fur et à mesure d'une dizaine d'années, ils n'ont pas vu beaucoup de réformes se mettre en place avec sérieux dans ce contexte. Si aujourd'hui, on vient vers une meilleure facturation d'EDH, des meilleurs services au niveau d'EDH, des moins de pertes techniques, donc moins de déperdition, on va dire, sur le réseau, dans ce cas, je pense que ça pourrait aussi inciter la Banque mondiale à reconsidérer sa position et aller effectivement dans ce domaine ou dans d'autres vers un appui budgétaire également à l'État haïtien. Donc on est peut-être des précurseurs, j'espère que d'autres nous suivront. La route. Et ce serait pour le plaisir du gouvernement, puisque le président de la République ne cesse de le demander. L'efficacité de l'aide a été remise en question par le président Jovenel Moïse. On va en parler après la pause. Merci de patienter. Merci beaucoup. L'ambassadeur Vincent Desjardins est avec nous ce matin, représentant de l'Union européenne en Haïti. On parle aide internationale, mais aussi appui budgétaire. Restez avec nous, on sera de retour très vite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos emplois. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci d'être encore avec nous. Ce matin, je rappelle qu'on reçoit l'ambassadeur Vincent Desjardins, représentant de l'Union européenne en Haïti. On parle appui budgétaire et aide internationale. Avant la pause, on parlait de l'appui budgétaire, des 120 millions que l'Union européenne veut décaisser pour Haïti. Et déjà, cet après-midi, vous allez signer la convention de financement et très tôt, 30 millions vont être décaissés pour le gouvernement. Et on a vu le mécanisme de décaissement. Maintenant, on parle de corruption et c'est un point important. D'ailleurs, les parlementaires européens en ont fait mention. Quel a été le poids de ce débat sur Petrocaribé
dans la prise de décision à l'Union européenne. Est-ce que ça a influencé votre Non, décision? je crois que ça n'a pas influencé sur notre décision de nous engager. Comme je dis, nous, notre travail, ce n'est pas de s'intéresser à tel cas ou à tel autre. Ça, c'est la responsabilité des autorités haïtiennes, effectivement, de mener les enquêtes qu'elles estiment devoir mener selon les conditions qu'elles doivent le faire. Nous, notre souci, c'est, de renforcer les structures et leur permettre effectivement de faire leur travail correctement. Ce cas que vous évoquez ou d'autres cas, je crois que ça a démontré des dysfonctionnements dans la chaîne décisionnelle. Donc il faut effectivement améliorer cette chaîne décisionnelle. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est l'aspect structurel des choses de ce point de vue-là. Donc renforcer à la fois les agences et les autorités concernées et les mécanismes de fonctionnement. De manière à ce que les contrôles qui doivent être faits soient efficaces et évitent qu'on ait dans le futur des dérives de cette nature. Donc ça, c'est notre rôle à nous dans ce contexte-là. Et c'est ce sur quoi on s'est concentré. Maintenant, si dans un cas ou dans un autre, les autorités veulent faire appel à l'OEA, à d'autres intervenants pour les aider à bien faire le travail d'investigation ou autre, bon, ça, c'est un autre débat qui se tiendra dans un autre contexte. Mais ça ne limite pas, si je puis dire, notre engagement en termes d'appui budgétaire. Très bien. Il y a quand même des commentaires par rapport à la décision de l'Union européenne d'appuyer le budget haïtien. Et sur les réseaux sociaux, par exemple, certains vont dans le sens que appuyer directement le budget d'Haïti, c'est un peu c'est de l'ingérence dans les dossiers internes du pays. Quelle est votre position par rapport à ces critiques? Moi, j'ai une position, elle est très simple. D'abord, c'est que cet appui budgétaire, l'objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est de mettre en capacité, donc donner plus de moyens financiers, mais aussi techniques aux institutions pour qu'elles fassent mieux leur travail, c'est ça l'idée, et aussi les mettre en responsabilité. Donc il n'y a pas d'ingérence dans ce sens-là, puisque c'est pour aider les autorités à mieux assumer, si je puis dire, leur responsabilité au regard du citoyen haïtien pour que dans la gestion des finances publiques, dans la gestion de l'administration publique, dans la lutte contre la corruption, ils soient plus efficaces. C'est un peu ça le leitmotiv. Donc là, je ne sais pas où est l'élément d'ingérence, d'autant plus que techniquement parlant, si vous voulez, ces fonds sont transférés dans le budget de l'État, sont parfaitement fongibles, après aux autorités d'utiliser cet argent pour les priorités budgétaires qui auront été définies entre l'exécutif et le législateur. C'est pas nous qui intervenons. C'est ce qu'on dit. Vous faites quoi de cette déclaration, par exemple? Qui finance comment? Donc vous donnez de l'argent, ça vous donne le droit de non, pas du tout, justement. De prendre des positions dans les affaires. Nous transférons l'argent dans le budget. Après, la gestion du budget, c'est la responsabilité de l'État. Ce n'est pas la nôtre d'intervenir dans ce contexte-là. Là où nous intervenons, c'est sur la performance et les résultats. Donc il y a un incitant dans ce contexte avec l'appui budgétaire. Plus vous remplissez vos objectifs que vous vous êtes fixés vous-même, plus vous bénéficierez du soutien. L'aide internationale, le président Jovenel Moïse en parle, ça fait quelque temps qu'il a pris son bâton de pèlerin et essaie de voir comment est-ce que les partenaires pourraient directement donner de l'argent au gouvernement et ne pas passer par les ONG et tout. Parfois, l'efficacité même de l'aide est remise en question par le président. Comment est-ce que vous recevez cette démarche du président au niveau de la communauté internationale? Je dirais un petit peu de deux façons. La première, c'est qu'on comprend effectivement le discours du président et une certaine frustration qui est exprimée par ça. Comment se fait-il qu'après tant d'années, après le tremblement de terre, après les milliards entre guillemets de dollars qui ont été alloués à Haïti, etc., on en soit là et que la situation de la pauvreté, du chômage, l'accès à l'eau, etc., ne soit pas meilleure par rapport à tous ces efforts. Donc, mais est-ce que c'est, la question que je me pose après, c'est est-ce qu'on doit faire un raccourci de dire c'est la responsabilité de l'un ou de l'autre, de la communauté internationale, des ONG, etc., de ne pas avoir atteint ces résultats. Là, j'ai une divergence un petit peu d'appréciation. Je pense que la situation est beaucoup plus complexe. Je ne dis pas que tout a été bien fait, ça, loin de moi de vouloir le dire. En ce qui concerne l'Union européenne plus spécifiquement, je dirais après le tremblement de terre, on a eu de l'aide d'urgence avec notre mécanisme d'intervention éco, donc pour le financement. Et c'est vrai que cette aide, elle disparaît. Je dirais, elle disparaît, pourquoi? Parce qu'elle sert à quoi? Elle sert à créer des abris temporaires, donc c'est forcément temporaire, si je puis dire. Ou c'est de l'aide alimentaire, ou c'est de l'aide médicale, forcément temporaire aussi. On va soigner les gens au moment où ils sont dans la détresse, et puis cet argent va... Donc pour ce qui nous concerne, si vous voulez, sur ces montants, je peux vous dire qu'il y a à peu près 350 millions
d'euros d'aide d'urgence qui est intervenue post-séisme. Et elle a permis de soulager, si je puis dire, la souffrance des populations, des victimes à ce moment-là. Où est la traduction aujourd'hui de cet argent? Il est parti, si vous voulez. Il n'a pas eu d'impact structurel, on va dire, sur le pays. Donc ça, je crois qu'il faut bien avoir ça à l'esprit. Il y a eu quand même beaucoup d'argent qui a été investi dans ce contexte humanitaire, etc. Ensuite, sur l'aspect structurel, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, moi, je peux parler de l'Union européenne, je peux parler des autres bailleurs de fonds de ce point de vue-là, c'est au moins une responsabilité partagée avec l'État. Puisque notre principe de fonctionnement, c'est toujours de fixer des priorités avec l'État, et même au niveau de la mise en œuvre, c'est de donner la responsabilité de cette mise en œuvre, en premier lieu, à l'État. Je parlais de l'ordonnateur national tout à l'heure, donc c'est eux qui ont la responsabilité de ça. Donc, s'il y a eu des inefficacités éventuelles, elles sont au moins, si je puis dire, à tort partagé, puisqu'on a fait ces actions ensemble dans ce contexte-là. Ensuite, j'irai une étape plus loin. Je pense qu'il y a aussi un problème quelque part structurel, si vous voulez, au niveau de l'efficacité de l'aide. Pour que l'aide soit efficace, il faut que le contexte dans lequel elle va intervenir soit un contexte accueillant, si je puis dire, pour son efficacité de ce point de vue-là. Et là, ça m'amène sur les réformes, si vous voulez, structurelles du pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... On parlait d'EDH tout à l'heure, en première partie là, de l'émission. Effectivement, c'est des réformes qui tardent, qu'on aurait peut-être dû faire il y a 10 ans et qu'on n'a pas faites encore aujourd'hui et qui sont très chères, finalement, qui coûtent très cher finalement au budget de l'État. Et je pense qu'il y a un ensemble de réformes de cette nature-là, sur la fiscalité, sur d'autres domaines, qui également tardent à se mettre en œuvre. Le code douanier, la loi sur la concurrence, la loi sur les consommateurs, la politique industrielle. Enfin, on pourrait multiplier les exemples, si vous voulez. Ou prenez un autre cas de figure, les lois organiques des ministères. Si vous regardez les ministères aujourd'hui, la plupart d'entre eux fonctionnent sur des lois organiques qui datent des années 80. Est-ce que la situation n'a pas changé depuis 40 ans? Probablement si. Pourquoi n'a-t-on pas adapté, si vous voulez, la structure administrative à ces nouvelles réalités et renforcer l'efficacité globale du système? Donc je pense que, si vous voulez, je comprends les frustrations, et quelque part on les partage tout à fait, mais je crois qu'il faut aller au-delà et regarder quelles sont aussi les causes structurelles et comment s'attaquer à ces causes structurelles. Mais dans un contexte où l'aide n'est pas passée par le gouvernement, n'est pas passée par l'État, en quoi est-ce que la faiblesse des ministères et tout peut être mise en cause? Mais je crois que là, il y a un moment d'assumer les responsabilités. On parlait il y a quelque temps aussi, par exemple, de la politique urbaine, qui est un exemple. Le cadre foncier est un problème. Okay. Il n'y a pas de réforme du cadre. Et ça, ce n'est pas la communauté internationale qui est responsable du cadre foncier ou de l'absence de cadastre en Haïti. Donc c'est une réalité. Or, je dirais que si on veut stimuler l'investissement national comme international, il y a un élément important qui est quand même la sécurité aussi de cet investissement qui commence aussi par le foncier. Donc il y a ce cadre-là qui est, là, encore une fois, de la responsabilité pleine et entière de l'État qui doit assumer dans ce cadre-là. Donc je dirais, les responsabilités ne sont pas aussi simples, entre guillemets, à attribuer dans ce contexte. Maintenant, c'est quoi faire? Comment résoudre ce problème? Puisque comme vous l'avez dit, on ne va pas dire qui est responsable, mais forcément, il y a une raison qui a empêché quand même au CIRH d'être efficace, d'atterrir. Et 8 ans après le 12 janvier, tout n'est pas passé dans l'urgence. Il y avait quand même des programmes structurels, mais on ne voit pas grand-chose. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je dirais, moi, je vois des choses. Je veux dire, alors, ça ne va peut-être pas assez vite par rapport à ce qu'on aurait souhaité, mais je veux dire, nous, on a construit des routes qui existent et on peut aller les voir, on peut les toucher. On a rénové un certain nombre de quartiers qu'on peut aller voir, qu'on peut je suis tout à fait... On dit ça par rapport à la somme qui a été décaissée. À mon aise, si vous voulez, pour expliquer où l'argent était décaissé. Et parfois, j'ai eu une discussion avec le président d'ailleurs sur ce thème récemment, quand on visitait des infrastructures routières qu'on en avait réalisées, parfois je dis où l'argent n'est pas allé. Ok. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. Alors, par exemple, on signe un contrat pour la construction d'une route, et on prévoit avec cette route des contournements de villes. Ok, contrat à 30 millions, pour prendre un exemple concret, 30 millions d'euros dans le cas que j'ai à l'esprit. Et puis finalement, chemin faisant, au moment de la réalisation du programme, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à faire les expropriations sur les 2 contournements. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est la faute à l'État. Et qu'est-ce qu'on fait? On me dit, on enlève les 2 contournements du programme. Résultat des courses, un programme à 30 millions se réduit à 10 millions.
Donc il y a 20 millions qui ne vont pas être finalement affectés et budgétisés et qui vont être quelque part perdus. Alors parfois on arrive à les réallouer sur d'autres programmes par ailleurs, mais ça c'est une réalité. Pire que ça, parfois quand vous avez un programme que vous contractez avec une entreprise, l'entreprise va vous dire « Ah mais vous m'avez signé pour 30 millions, vous me réduisez à 10 millions, je veux une pénalité de X millions d'euros ». Moi, j'ai mobilisé du temps, j'ai mobilisé des engins, j'ai mobilisé du personnel, et finalement, je l'ai mobilisé pour rien, puisque vous m'avez réduit le programme d'autant. Donc, on est pénalisé 2 fois, si vous voulez. Une fois parce que le programme n'est pas fait dans sa réalité, une deuxième fois parce qu'en plus, il faut payer des pénalités de retard, ou des pénalités de réduction du contrat à l'entreprise concernée. Donc, il y a cette réalité peut-être que tous, on ne maîtrise pas, et ça peut affecter ces projets, comme vous le dites. Maintenant, là, on parle de quand même responsabilité de l'État dans ces projets. Oui, tout à fait. Donc là, il y a une responsabilité effectivement de l'État. Alors, on essaye toujours aujourd'hui d'améliorer les choses. Bon, on est en train de travailler sur un autre axe routier, on parlait de la RN3 en l'occurrence. Donc là, on est en train de voir justement les contournements de Hinches et de Saint-Raphaël, qui sont les 2 contournements sur lesquels on est en train de travailler. Heureusement, je dois dire qu'aujourd'hui, la capacité, ça s'appelle CPA, je crois, l'organisme qui est en charge des expropriations, a été conforté, amélioré. Aujourd'hui, on a réalisé ces 2 expropriations, ce qui va nous permettre effectivement d'avoir, c'est des tranches conditionnelles, comme on dit dans notre appel d'offres, notre contrat avec les sociétés concernées. On va pouvoir allouer ces tranches conditionnelles et faire les contournements de Hinches et de Saint-Raphaël, ce qui est quand même beaucoup mieux, parce que faire passer les camions au centre des villes, c'est pas un bon objectif. Évident. Maintenant, est-ce que vous nous dites là, monsieur l'ambassadeur, que la solution ne serait pas de faire passer toute l'aide par le gouvernement, mais d'avoir de meilleurs dialogues entre le gouvernement et les bailleurs afin de définir ensemble ce qu'il faut et ce qu'il... C'est ce qu'on souhaite, hein, c'est ce qu'on souhaite. Donc l'année dernière, effectivement, on a, avec le Premier ministre, relancé ce qui n'avait pas été fait depuis 3 ans, hein, l'année dernière. Depuis 3 ans, on n'avait pas eu de comité d'efficacité de l'aide. Donc on a relancé effectivement cette réunion qui devrait être une réunion semestrielle, je dirais, entre les autorités et l'ensemble des bailleurs de fonds. À côté de ça, il faut décliner au niveau sectoriel, donc il faut qu'il y ait des réunions beaucoup plus régulières au niveau sectoriel sur les différentes politiques pour que les bailleurs puissent aligner leur financement sur les objectifs, effectivement, des différents ministères concernés. Mais pour ça, il faut qu'on ait une politique du domaine clairement établie, avec des objectifs quantifiés, chiffrés, que l'on peut voir, et qu'on ait un plan triennal d'investissement dans les différents domaines sur lequel les bailleurs vont pouvoir dire écoutez, moi j'ai travaillé sur tel aspect, tel autre bailleur travaillera sur tel autre, etc. De manière à ce qu'on ait une lisibilité et une visibilité des interventions, et donc à la clé une efficacité qui sera améliorée et renforcée. Donc mon souci avec le Premier ministre dans les jours à venir, j'espère, c'est de pouvoir justement refaire une deuxième réunion de ce comité d'efficacité de l'aide et voir comment ce mécanisme peut être réactivé et rendu plus efficace. Je dirais que ça, c'est un élément. Il y a un autre élément dont on a parlé juste un instant, on parlait des réformes de structure. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est qu'on travaille justement sur le cadre légal pour qu'il soit plus accueillant, je dirais, pour les investisseurs d'un certain point de vue et plus efficace de manière plus générale. Mm-hmm. Le président est très critique et pour la première année de son quinquennat, lorsqu'il faisait son bilan, il a encore souligné parfois que les ONG interviennent dans une zone, dans un domaine où il y a déjà plein de réalisations dans ce domaine-là. Donc parfois, on parle de duplication. Il y a de l'argent qui est injecté et personne ne sait ce que ça fait vraiment. Donc le président a des données pour être critique. Maintenant, la population également formule cette critique. On parle, l'aide arrive et le partenaire qui donne de l'aide envoie ses expats pour encore reprendre l'argent. Donc ce sont là des critiques qui sont formulées. Est-ce qu'il y a moyen de changer tout ça, de changer cette perception que vous donnez de l'argent, mais ça repart chez vous? Alors il y a moyen de changer ça. Alors d'abord, je ne pense pas que ça reparte. Alors c'est vrai qu'il y a des coûts additionnels que vous venez de mentionner, effectivement des coûts de structure, des coûts de salariaux, effectivement d'expatriés qui devraient être beaucoup plus chers peut-être que ce qu'on pourrait trouver comme acteurs au niveau local. Donc une des façons d'améliorer cette situation, c'est de créer dans un premier temps, je dirais, des partenariats entre les acteurs internationaux et les acteurs nationaux, de manière à ce qu'effectivement on ait, et c'est ce qu'on fait
la société civile, sur les actions humanitaires ou même sur les actions de rénovation de quartier dont on a parlé il y a quelques temps, on essaye effectivement de créer des partenariats entre ces ONG internationales qui quand même ont de l'expertise, qui ont du savoir-faire, qui viennent avec des moyens pas forcément en Haïti, qui peuvent peut-être transférer ces méthodes, ces savoir-faire avec des ONG haïtiennes. Certaines ONG haïtiennes ont ces capacités et donc quand ça existe, on contracte avec elles. Pour parler de l'Urbain l'autre jour, on a parlé de la Focale, par exemple. C'est une ONG, mais c'est une ONG locale, haïtienne. La même chose pour la société civile. Moi, j'ai vu plusieurs projets à Hinche ou dans le Nord-Ouest, etc., où ce sont des ONG locales qui sont responsables et avec qui on a contracté pour réaliser les opérations à faire. Et c'est ce qu'on est en train de favoriser et de faire. À quoi peut-on s'attendre? Et, pardon, j'ajoute un autre point, c'est que si on travaille avec les ONG, c'est parce qu'elles ont une capacité, comme je disais, technique et un savoir-faire qui est important. Ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'elles travaillent dans le cadre de politiques de développement au niveau national et aussi local. Je prends un exemple, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous faisons actuellement un gros effort avec les 3 ministères concernés pour définir une politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de l'État, et on va mettre en œuvre cette politique sur le terrain, notamment dans les zones les plus fragiles, à savoir le Nord-Ouest pour ce qui est de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec des acteurs. Ça va être avec des acteurs, on en lance un appel à propositions, les propositions nous reviennent. Si c'est des propositions haïtiennes ou des propositions d'ONG internationales, on sélectionne les meilleures propositions que l'on reçoit dans ce cadre-là, mais de toute manière, ce que l'on souhaite, c'est que l'action, la mise en œuvre se fasse en concertation avec les services déconcentrés des 3 ministères concernés qui doivent être dans le comité de pilotage, on va dire, du projet et suivre la mise en œuvre et la bonne réalisation du projet pas à pas. Donc travailler avec les ONG, c'est pas ça le problème, mais c'est travailler dans un cadre formel d'une politique établie, définie, et un plan qui va sur 3 ans ou 4 ans, et chacun puisse savoir quoi faire exactement. Donc c'est ça ce que vous proposez. Tout à fait. Maintenant, à quoi peut-on s'attendre justement? Le président formule sa demande. Comme je l'avais dit tantôt, entre vous parlez, donc est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y a un revirement ou ça va continuer comme ça, l'USAID va passer par ses partenaires traditionnels? Moi, quand je discute avec mes collègues, autres bailleurs de fonds, pour nous-mêmes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la quasi-intégralité des financements passe par l'État haïtien déjà, donc c'est déjà une réalité. Il y a déjà une exception de votre côté. Ça existe de ce point de vue-là. Non, mais je pense que d'autres collègues font la même chose. Ensuite, qui a la responsabilité contractuelle de signer les contrats, etc. Effectivement, là, il y a parfois divergence. Pour nous, c'est l'État haïtien qui le fait, c'est l'ordre de l'international qui a cette responsabilité avec les ministères sectoriels. Pour d'autres, ils gardent au niveau de la délégation ou d'autres, ou de l'ambassade, la signature. Donc là, chacun doit s'adapter. Mais quand même, je dirais que ça ne tombe pas du ciel. Je veux dire, même pour mes autres collègues, comme pour nous, ce que l'on fait, c'est qu'on a un plan national entre l'État haïtien et le bailleur pour mettre en œuvre les priorités. Nous, on nous demande, l'État haïtien nous a demandé de nous concentrer sur 4 priorités. C'est la réforme de l'État, on a parlé avec l'appui budgétaire, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle, je viens de le dire, c'est les infrastructures et c'est l'éducation. Donc nous, on est dans un souci d'efficacité, on se concentre sur ces 4 domaines. D'autres bailleurs se concentreront sur la santé, sur d'autres activités. Ces domaines ont été définis avec le gouvernement haïtien. Et ensuite, non seulement les priorités, mais ensuite même les modalités de mise en œuvre, le calendrier, etc., est toujours fait en concertation avec l'État haïtien. Alors c'est vrai, et là je comprends le président me dit oui, mais moi j'ai été élu l'année dernière, ça a été défini avec mes prédécesseurs ou avec d'autres il y a 3 ans ou 4 ans, etc. Alors c'est vrai qu'il faut essayer, et ça c'est peut-être une difficulté, de réconcilier, si on veut, le temps électoral, je dirais, le temps du mandat des gouvernants avec le temps de l'aide, entre guillemets, qui ne sont pas forcément en harmonie de ce point de vue-là. Mais bon, si on veut réorienter un certain nombre de priorités, ça peut toujours s'envisager et se faire. Mais si moi on me dit demain, je ne veux plus faire de sécurité alimentaire et nutritionnelle, je vais quand même devoir expliquer à Bruxelles qu'on ne veut plus le faire, et ils vont me dire mais pourquoi Haïti est dans une situation quand même dramatique avec 25% de la population qui est dans une situation difficile. Pourquoi est-ce que subitement vous nous dites que c'est plus une priorité alors qu'il y a 3 ans, quand on a défini le cadre, on avait considéré ça comme une priorité, donc il y a un effort d'explication qui sera demandé et qui sera nécessaire. Il faut qu'on soit cohérent. Monsieur l'ambassadeur, on va terminer rapidement, mais je m'en voudrais de ne pas aborder 2 points avec vous. C'est vrai, bon, on sait qu'il y a risque qu'on dise qu'on fait de l'ingérence, mais 2 points. Caravane, changement. Oui. Le regard que vous portez sur cette initiative du président.
Écoutez, moi j'ai pu voir effectivement un certain nombre de choses intéressantes, dans le sens où d'abord, je crois que c'était un coup de fouet donné un petit peu à l'administration pour lui demander d'être plus efficace, plus agile, plus rapide. Le président dit toujours, moi j'ai un mandat électif de 5 ans, il me reste 4, je sais pas, le temps de la carrière d'un fonctionnaire, etc. Donc il faut bouger. On comprend bien ce message et il faut intervenir et bouger. Donc je crois que c'est bien effectivement qu'on essaye de dynamiser, et lui-même investi, on le sait, énormément de temps et d'énergie pour aller vérifier sur le terrain que les choses se fassent, que les choses avancent, etc. Moi, j'étais à Campérin, effectivement, dans une visite avec lui. J'ai pu voir la rivière qui avait été réaménagée après Mathieu, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites et qui sont réalisées. Ensuite, la question, c'est au niveau des moyens et de la mise en œuvre, parce que forcément, il y a un coût important, donc il faut quand même rester dans le cadre, comme on parlait de l'appui budgétaire tout à l'heure, il faut qu'on reste quand même dans un cadre de dépenses qui est rationnel de ce point de vue-là, mais aussi, je dirais, de méthode, la question aussi que vous pouvez poser, c'est où est le rôle. Bon, d'abord, l'État a toujours un rôle, je dirais, stratégique, d'impulsion, de vision. Qu'est-ce qu'il faut faire? On parlait des priorités tout à l'heure. Très bien, définissons les priorités. Concertons-nous sur ces priorités. Alors, est-ce qu'il a un rôle, jusqu'où va son rôle, je dirais, d'acteur de l'action elle-même? Est-ce que c'est le rôle de l'État de construire des routes, etc. Alors, on peut dire oui pour les routes rurales, peut-être pour les routes nationales, c'est plutôt les opérateurs privés qui ont la compétence. Donc là, je pense qu'il y a une discussion à avoir, effectivement, sur jusqu'où on définit, effectivement, la limite de quel est l'interventionnisme, entre guillemets, de l'État dans ce processus et qu'est-ce qui est de la fonction normale du secteur privé. Parce qu'il faut aussi que les ministères continuent à faire ce qu'ils faisaient aussi dans le passé, faire des appels d'offres, lancer des appels d'offres, suivre la mise en œuvre des appels d'offres, etc. Si on détourne toutes les ressources pour faire concrètement de la construction, de la conduite de chantier, etc., ça devient plus. Donc je pense qu'on a à avoir une discussion sur ce thème. Où est-ce qu'on fixe le curseur de ce point de vue-là? Et je crois aussi, et je reviens là-dessus, pour moi, il y a un rôle de l'État qui est tout à fait important aussi dans ce contexte-là, c'est celui de régulateur. Je crois que l'État doit rester le visionnaire d'un côté, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des politiques publiques où on voit clairement quelle est l'orientation qui est donnée, quelles sont les étapes de mise en œuvre que l'on doit assurer, et en même temps un rôle de régulateur pour être sûr effectivement que les lois sont bien appliquées, bien mises en œuvre, qu'on ajoute des nouvelles lois, des nouvelles réformes, parce que pour prendre un exemple, il y a en matière d'efficacité de l'aide, pour reprendre ce débat, l'année dernière, nous, les acteurs internationaux, on avait fait un petit exercice en disant quelles sont les lois qui nous paraîtraient utiles pour améliorer l'efficacité de l'aide. Je prends toujours l'exemple de mes routes. C'est bien de construire des routes, mais il ne faut pas les perdre. Donc il faut qu'on ait des lois sur la charge à l'essieu, il faut qu'on ait une gestion de la politique de la route, etc. On parle amont, si on veut, d'entretien, des choses comme ça. Donc ça, c'est des éléments importants. Donc on a fait cet exercice au niveau de la communauté internationale. On a défini à peu près 74 lois ou textes de loi qui nous paraissaient importants. 14 d'entre eux ont été repris dans l'agenda législatif de l'exécutif et du législateur. À la sortie l'année dernière, il y a seulement 4 de ces lois qui ont été adoptées. Donc on voit, il y a quand même un effort, je pense. Vous avez identifié 74 lois qui doit être fait. Importantes pour l'efficacité de l'aide. Oui, tout à fait. 14 ont été considérées reprises dans l'agenda législatif, oui, et seuls 4. In fine, oui, parmi cet agenda, il n'a pas été réalisé à 100% par l'exécutif et le Parlement. Donc, il est réalisé. Et bon, donc ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on regarde sérieusement aussi cet aspect d'efficacité de l'aide, aussi cet aspect de régulation de loi. Alors la loi, c'est une chose. Après, il faut que la loi soit de bonne qualité, et ensuite qu'elle soit bien appliquée. Donc ça, c'est un autre débat, si vous voulez. Mais je pense qu'il y a aussi à s'interroger sur, comme je disais tout à l'heure, le cadre structurel. Parce que si on veut que les investisseurs viennent, nationaux ou internationaux, viennent en Haïti, il faut que le cadre soit un cadre qui soit réceptif pour ça. Et donc là, il y a des améliorations à faire. Donc la caravane, c'est bien, mais il faut bien définir la stratégie et savoir où est-ce que l'État peut être régulateur ou acteur. Tout à fait, exactement. Deuxième point, États généraux sectoriels. On en parle, vous êtes dans le pays, je ne vais pas me faire mutiler pour avoir touché le sujet avec vous. Et vous pensez que c'est une bonne décision du président haïtien et qu'on peut aboutir à quelque chose de réel suite à cette démarche?
Mais écoutez, tout le monde le souhaite. Hein. Je crois qu'effectivement, d'avoir des États généraux où il y a une concertation avec l'ensemble des acteurs politiques, sociaux, économiques du pays sur des grands enjeux de stratégie du pays, c'est effectivement, je crois, une démarche tout à fait importante et bienvenue de ce point de vue-là. À la limite, on aurait pu dire, ça aurait été même mieux de le faire encore plus tôt, si je puis dire, de ce point de vue-là, au niveau du calendrier. Mais bon, maintenant, les choses sont définies, très bien. Et voyons ce que ça peut donner. Moi, ce que je souhaiterais, effectivement, c'est que, quand je rapporte ça à l'efficacité de l'aide et aux politiques publiques qu'on évoquait tout à l'heure, j'aimerais qu'il y ait des consensus qui puissent se dégager de ces états généraux sur les grands axes stratégiques. Est-ce que le PSDH, c'est toujours la Bible, entre guillemets, du développement pour Haïti? Quels sont les ajustements éventuellement qu'il devrait y apporter? Et ensuite, quelle est la traduction opérationnelle de ce PSDH que l'on donne? Parce que le PSDH est très général. Voilà, pour la stratégie d'Haïti, il faut qu'on lui donne une traduction dans chacune des politiques et qu'on voit clairement sur l'éducation, sur la santé, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on veut faire et quels moyens on va engager de ce point de vue-là. On ne peut pas juste faire une liste de... On voudrait tout ceci, il faut aussi voir dans le temps comment, avec quels moyens on va réussir effectivement à réaliser ces différents objectifs. Donc si le PSDA, les États généraux peuvent déboucher là-dessus, ça serait important. Il y a un autre élément, je crois, on parlait tout à l'heure d'investissement, un élément de sécurité aussi qui est important, c'est justement de voir comment renforcer également l'aspect sécurité personnelle, sécurité foncière, etc., dans le pays. Là, hier, le Conseil de sécurité a décidé effectivement de la prolongation pour 1 an du mandat de la Minujust. Donc ce qui serait bien, justement, c'est que le gouvernement puisse s'appuyer effectivement sur ce potentiel qu'offre la Minujust, les Nations Unies et les bailleurs, on va dire, qui soutiennent la démarche pour renforcer, parce qu'1 an, ça va passer très vite. Hein. Si on veut effectivement avoir des améliorations au niveau de la police, si on veut avoir des améliorations au niveau de la justice, au niveau du respect des droits humains, etc., il y a un travail effectivement important qui doit être fait. Donc mettons-nous au travail tous ensemble. Et encore une fois, si on peut le faire de manière concertée, sans rentrer dans des querelles, je veux dire, parfois improductives et qui nous amènent dans le temps, mais qui ne changent rien à la réalité des choses, ça sera encore mieux. C'est avec ce conseil qu'on va mettre fin à l'émission. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté de parler à Métropole ce matin. Merci beaucoup, Lunaire. Vincent Degère, ambassadeur représentant de l'Union européenne en Haïti, était avec nous. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci de l'intérêt. Excellente journée avec nous sur Métropole. Mon nom, c'est Luc Nergaro. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.